tous les organes qui ont une musculature striée. Donc, sur le plan cardiaque, vous avez l'atteinte myocardique qui va donner naissance à des morts subites aussi et l'arrêt cardiaque. N'oubliez pas que le diaphragme aussi, c'est un muscle. Donc, l'arrêt respiratoire, en fait, c'est avec l'atteinte diaphragmatique. Et vous avez aussi l'atteinte digestive qui est possible avec l'atteinte également de la musculature digestive. Et sur le plan biochimique, vous avez les stigmates en fait de l'atteinte musculaire avec la cytolyse, donc l'augmentation des CPK, LDH et aussi la créatinurie. Vous avez aussi les transaminases qui peuvent être élevées et aussi les CPK surtout qui sont multiples à la normale. C'est très, très élevé parfois et c'est un élément également de surveillance dans la prise en charge thérapeutique. Donc, c'est surtout les enzymes musculaires qu'il faut faire ici, en fait, au minimum. Ensuite, vous faites ce qu'on appelle l'électromyogramme. Dans l'électromyogramme, ça montre un tracé myogène. Donc, vous avez un syndrome myogène électrique, en fait. Donc, c'est fait d'une triade, c'est la fibrillation microvoltée polyphasique au repos, la fibrillation au repos et des salves répétées, en fait. Donc, si vous avez le syndrome myogène, associé également aux atteintes cutanées, vous avez déjà votre diagnostic de dermatomyosite, en fait. L'histopathologie musculaire est rarement réalisée parce que c'est un geste qui est invasif, mais il faut savoir que si vous le faites, vous avez l'œdème et la dégénérescence des fibres musculaires, en fait. Donc, les autres, c'est juste un bilan de retentissement pour voir les autres atteintes viscérales et également les bilans pré-thérapeutiques parce que vous voulez mettre des corticoïdes ou des immunosuppresseurs. Mais actuellement, la nouveauté dans la dermatomyosite actuellement, que ce soit chez l'adulte et que chez l'enfant, vous avez surtout les auto-anticorps qui sont corrélés en fait au phénotype clinique de la dermatomyosite. Et vraiment, c'est des maladies auto-immunes qu'on connaît de mieux en mieux. Par exemple, on sait que les anticorps anti-MDA5 sont souvent associés à l'atteinte pulmonaire, en fait, avec le syndrome interstitiel, en fait, et sont associés aussi à l'érythème héliotrope du visage, à l'alopécie, mais également aux papules palmoplantaires, en fait, qu'on peut observer dans la dermatomyosite, en fait. Et aussi aux ulcères cutanés. Et nous avons aussi les anticorps anti-TIF1 gamma qui sont le plus souvent associés également au cancer et les anti-NXP2 en fait. Donc, c'est dans la forme de dermatomyosite paranéoplasique. Et la bonne nouvelle dans ça, c'est que l'enfant fait rarement des formes qui sont associées au cancer. Il peut en faire, mais c'est exceptionnel. La deuxième chose également, c'est que les anticorps anti-NXP2 sont souvent positifs chez l'enfant et ce sont ces anticorps-là qui sont associés à la calcinose dermique en fait, mais aussi à la dysphagie. Donc, chez l'enfant, il faut surtout, dans la surveillance, demander les MI2, il faut le faire, mais aussi les anticorps anti-NXP2, mais aussi anti-MDA5 en fait. Et c'est des anticorps en fait qui permettent justement de pouvoir évaluer le phénotype de la dermatomyosite et d'envisager justement les possibilités évolutives, c'est-à-dire un enfant qui peut faire dans son avenir, on va dire, des carcinoses malgré la prise en charge ou bien même une fibrose pulmonaire qui est un facteur de mauvais pronostic en fait. Donc, tout ce qui est en couleur, c'est les anticorps qu'on demande dans la sclérodermie, que ce soit dans la dermatomyosite du moins, que ce soit chez l'adulte que chez l'enfant. Donc, c'est les anticorps anti-MI2, les anticorps SAE, les anti-MDA5, mais aussi les anti-NXP2 et les anti-TIF1 gamma qui sont souvent demandés chez les adultes parce que c'est associé au cancer. C'est dans le cadre de la dermatomyosite paranéoplasique. Donc, dans la prise en charge thérapeutique, on a en fait les mêmes cahiers de charge que dans toute maladie auto-immune parce que c'est des maladies systémiques et des maladies chroniques. Il faut encore une fois l'éducation thérapeutique en fait. Et la dermatomyosite peut être associée au lupus, la dermatomyosite peut être associée à la sclérodermie, la dermatomyosite peut être associée à toutes les maladies auto-immunes. Et ils ont en commun la même prise en charge également
thérapeutique avec la corticothérapie, en fait, qui doit être donnée à 0,5 à 1 mg par kilo avec les moyens adjuvants de la corticothérapie. Les immunosuppresseurs aussi, c'est les mêmes qu'on va utiliser ici, le métaux, l'azathiopprine, le cyclophosphamide et aussi le mycophénolate mofétyl, c'est le CELCEP en fait. Et les immunoglobulines intraveineuses, c'est disponible dans les pays européens et aussi aux États-Unis, et aussi les antipaludins de synthèse. Et dès que le malade n'a plus mal aux muscles et autres, il faut envisager la kinésithérapie en fait. Parce que comme vous le savez, tout muscle qui ne travaille pas s'atrophie et il est important ici dans la prise en charge de remettre l'enfant dans une motilité en fait absolue. Et cela, ça passe le plus souvent par la kinésithérapie en fait de musculaire qui permet de redonner en fait de la force aux muscles en fait. Donc, dans les indications, quand vous avez une dermatomyosite de l'enfant, assurez-vous d'avoir un programme d'éducation thérapeutique avec des enfants. Actuellement, ces programmes d'éducation thérapeutique peuvent être personnalisés ou bien collectifs, où on regroupe les parents d'élèves, des parents d'enfants qui sont suivis pour une dermatomyosite pour des éducations collectives et où on leur apprend en fait à vivre avec la maladie, où on leur apprend également les enjeux de la prise en charge et les différentes complications qu'on peut observer au long cours dans la prise en charge, en fait, diagnostique, mais également thérapeutique de la dermatomyosite, en fait. Aussi, ces parents doivent comprendre pourquoi on donne la corticothérapie, quels sont les effets secondaires qui sont liés et attribués à la corticothérapie, et pourquoi les immunosuppresseurs sont utiles, en fait, dans la prise en charge aussi thérapeutique, et quelles sont les autres alternatives quand vous avez un échec en fait de la corticothérapie et aux immunosuppresseurs, notamment les biothérapies en fait, qui sont des thérapies ciblées, qui ont leur avenir également dans le lupus parce qu'ils ont déjà débuté avec le belimumab, mais aussi avec les anti-CD20, notamment le rituximab. Mais dans les autres connectivites, c'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre ultérieurement dans l'avenir, dans la prise en charge des cas réfractaires à la corticothérapie, mais également aux immunosuppresseurs. N'oubliez pas les antipaludins de synthèse parce que c'est très utile pour les lésions cutanées, parce que c'est des lésions qui sont photosensibles et surtout, quand vous avez une atteinte musculaire, la myopathie cortisonique, n'oubliez pas ça, parce que les corticoïdes peuvent entraîner également une myopathie quand vous l'utilisez au long cours, d'où l'intérêt de la kinésithérapie en fait, de remodelage qui permet de restaurer justement la force